OK, et bon retour donc pour cette deuxième partie et portant sur la gestion de la charge mentale. Donc, dans la première partie, nous avons vu la gestion du changement. Maintenant, nous allons voir la gestion de la charge mentale. Et juste avant de commencer, est-ce que vous avez des idées sur ce que c'est la gestion de la charge mentale? Partagez avec nous donc toutes les idées qui viennent à votre esprit lorsqu'on parle de la charge mentale, par exemple. Ouvrez vos micros ou écrivez dans le chat toutes les idées ou tous les mots qui viennent à votre esprit lorsqu'on parle de la gestion de la charge mentale. Qui veut essayer? Vous êtes là? Oui. OK, allez-y. À mon avis, la charge mentale, par définition, c'est l'ensemble des tâches que nous avons à, à réaliser. Donc, pour gérer notre charge mentale, ben, il suffit de mm, bien classer, ordonner l'ensemble des travaux que nous avons à réaliser. Donc, fixer un temps, limiter un temps pour la réalisation de chaque travail. Donc, tout travail est limité dans l'espace et dans le temps. Donc, nous devons nous-mêmes à gérer le temps et l'espace, c'est-à-dire il y a un temps pour effectuer chaque travail. Donc, si on n'a pas bien géré notre charge mentale, eh bien, cela sera dû à un surcharge mentale. Donc, c'est de même quand nous basons sur la métacognition. Donc, une fois que le cerveau est trop rempli, c'est ce qui revient à parler de la surcharge cognitive, vous voyez. Donc, c'est de même pour notre mentale. Donc, et nous devons bien gérer notre charge mentale, c'est-à-dire la répartition des tâches que nous avons à accomplir, que nous avons à réaliser. D'accord, merci beaucoup pour votre participation très enrichissante. Une deuxième intervention ensuite pour avancer. Moi, je pense que vous m'écoutez, je peux parler. Vous pouvez continuer. Je pense que la charge mentale, c'est un travail de gestion, d'organisation, de planification qui est à la fois, je dirais, incontournable et constant, qui a pour l'objectif la satisfaction des besoins de chacun et la bonne marche de D'accord. Merci beaucoup pour vos interventions. Donc, effectivement, allô? OK, merci pour vos interventions. Donc, effectivement, donc, tout ce que vous avez dit, donc, ce sont des éléments importants
à prendre en considération en parlant de la gestion de la charge mentale. Donc, tout d'abord, lorsqu'on parle de ce concept, on se réfère à la santé mentale au travail. Donc, parce que cela constitue un facteur important de bien-être personnel et social. Et la deuxième dimension donc, qu'il faut considérer, c'est que la charge mentale est invisible, donc c'est quelque chose ménagère et on dirait donc parce que cela renvoie à la charge cognitive, donc qui est relatif à la gestion de vos activités quotidiennes, donc comme vous avez souligné par exemple la préparation de vos repas, la préparation de vos repas, de lunch et prendre soin de vos enfants, faire du nettoyage, respect des délais, etc. Donc, tout ça, ce sont des éléments qu'il faut considérer. Et il y a la théorie de la charge cognitive de John Sweller, donc qui stipule que et pour mieux gérer votre mental, votre santé mentale, donc il faut d'abord maintenir des informations en mémoire de travail, donc surtout dans un contexte soit académique et professionnel. Donc, pour mieux gérer tout ça, donc il faut d'abord activer votre mémoire de travail. Et deuxième élément, donc, c'est mettre en place des mécanismes pour apprendre des nouvelles informations. Donc, parce que la charge cognitive, donc, c'est votre capacité d'emmagasiner des informations dans votre mémoire. Donc, tout cela vous permet de résoudre des problèmes donc, que vous avez rencontrés au quotidien. Et aussi, la charge cognitive, donc, s'appuie sur l'architecture cognitive humaine, c'est-à-dire, donc, c'est votre capacité de transmettre ou de traiter l'information et dont vous disposez dans vos ressources cognitives. Donc, c'est-à-dire, c'est comment et transmettre des informations et parce que la transmission des informations sont parfois limitées. Donc, cela varie avec les caractéristiques de la personne ou de l'environnement dans lequel vous évoluez et de la nature de la tâche à effectuer. Donc, il faut retenir ces notions. Par exemple, lorsqu'on parle de la capacité cognitive, donc c'est la quantité maximale de ressources que vous pouvez utiliser et dans votre vie quotidienne, donc pour effectuer vos tâches, pour résoudre des problèmes ou pour travailler sur un projet, etc. Et deuxième élément, ce sont les ressources cognitives. Donc, c'est l'énergie mentale qui est disponible et dans votre cerveau donc pour façonner vos activités et s'adapter aux circonstances quotidiennes. Et la charge cognitive, donc, est déterminée par les contextes et l'interaction entre la personne et la tâche. Donc, ça demande aussi une certaine expertise ou certains plans de développement ou des stratégies et pour développer notre capacité et charge cognitive. Donc, maintenant, je vous propose cet exercice. Donc, donc, lorsque vous faites face à la charge ou surcharge au travail, donc, quelles sont vos solutions? D'accord? Donc, vous pouvez lister
Et d'abord, et comme conseil, rédiger votre solution. Vous pouvez faire une liste où vous pouvez lire vos solutions et ensuite évaluer l'efficacité de cette solution. C'est-à-dire, c'est pour l'adoption des mesures donc face à la gestion de votre charge mentale au quotidien. Donc, ça peut être efficace dans un contexte et ne l'est pas dans un autre contexte. Donc, c'est pourquoi donc, il faut penser à son efficacité non seulement à court terme, mais à long terme. D'accord? Est-ce que vous voyez que dans X années, donc, ce problème va être complètement résolu. Donc, par exemple, dans le cadre de votre travail, vous remarquez que vous avez la difficulté de bien gérer votre agenda. Donc, ça, et quelle solution envisagez-vous et quel mécanisme allez-vous mettre en place pour gérer ce problème? Sinon, donc, ça va générer, donc, c'est ce qu'on appelle une surcharge mentale, donc, qui peut avoir des conséquences sur vous-même, sur votre productivité et votre performance ou votre santé mentale à long terme. D'accord? Maintenant, c'est votre tour. Donc, peut-être vous avez 5 minutes pour réfléchir à une situation de surcharge de travail, que ce soit dans les contextes scolaires, universitaires ou professionnels. Donc, et ensuite, vous allez partager quelles solutions envisagez-vous pour faire face ou pour résoudre ce problème. C'est compris? Allô? Oui, c'est compris. OK, d'accord. Vous avez 5 minutes. Pensez à une situation de surcharge de travail et envisager les solutions. Et ensuite, évaluer l'efficacité des solutions envisagées sur le court et long terme. Ou si vous avez déjà pris ces solutions, est-ce que le problème n'est jamais revenu ou est-ce que vos solutions sont efficaces? OK, vous avez 5 minutes.
OK, et vous êtes là? Qui veut commencer? Allô? Oui, quelques secondes. D'accord. Y a-t-il d'autres personnes qui sont prêtes? Allô? OK, on commence avec les partages d'expérience. Donc, une situation de change ou surchange de travail. Donc, quelle solution avez-vous envisagé et quel est le degré d'efficacité des solutions envisagées à court et long terme? Si vous avez déjà vécu la situation et vous avez déjà pris ces solutions, donc est-ce que ce problème n'est jamais revenu? Donc, c'est ça l'idée de l'activité. Vous avez la parole. Je voudrais prendre la parole. D'accord. Allez-y. Ok. En fait, je vais raconter un cas pratique. Je suis membre d'une association, je ne vais pas dire le domaine, depuis de 2011 à maintenant. Il y a eu un premier comité exécutif qui a dirigé de 2011 à fin 2022 et un autre comité exécutif qui a pris la relève maintenant. Donc, j'ai pour charge, la charge, ma mission est de faire en sorte que le plan stratégique soit mis en œuvre. Donc, ma surcharge, c'est la non-mise en œuvre du plan stratégique. Et donc, le constat, jusqu'à présent, c'est toujours la non-mise en œuvre. Donc, moi, dans ma résolution de problèmes, c'est-à-dire la solution, réside beaucoup plus dans le diagnostic. Le constat, les deux comités exécutifs ont la facilité de sortir un plan stratégique. Mais ce que je constate, au moment où on élabore le plan stratégique, il y a un aspect qui est ignoré, c'est l'aspect stakeholder. La prise en compte des acteurs. On ne prend pas, le plan stratégique, il est sorti sur la base du top-down. C'est-à-dire, c'est en haut qui pense et qui sort le plan stratégique, mais qui a des difficultés à mettre en œuvre parce que ce n'est pas parti depuis le bas. Alors qu'il aurait fallu que le diagnostic soit fait par l'ensemble des acteurs. En ce moment-là, on fait remonter depuis les petits acteurs jusqu'aux acteurs de mise en œuvre, jusqu'aux acteurs même qui pensent aussi la stratégie. Donc, ma solution, quand je regarde, c'est le manque de formation. Le manque de formation par rapport à la thématique actuelle, la stratégie de changement.
je constate en fait que le cours que nous sommes en train de faire, si au sein de l'association, cette thématique-là est prise en compte en matière de formation pour que les acteurs comprennent qu'en fait, le changement, on ne peut pas le faire avec un groupe de personnes. Donc, quand j'évalue mon efficacité, mon degré d'intervention est inefficace dans la mesure où je ne suis pas écouté. Donc, quand j'évalue, je suis à 2. Et le constat est que les mêmes problèmes reviennent toujours. Donc, comme solution pour me rendre efficace, donc, je constate qu'en fait, le cours que je suis en train de faire présentement va participer, j'allais dire, au sortir de ce cours-là, je vais gagner en efficacité, puisque je comprends qu'en fait, la stratégie du changement est un concept important dans un groupe. Merci. D'accord. Merci beaucoup pour votre participation. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires pour M. Efebi? Est-ce que vous avez des questions ou commentaires pour M. Efebi? Oui, Oui, Douglas. monsieur a dit que malgré tous les efforts faits et que les problèmes reviennent toujours. Donc, j'oserais demander, est-ce que ces problèmes, disons, sont dus à un manque de mise en place ou du moins à un manque c'est un problème de choix dans les solutions qu'ils ont été fixées ou pas? Merci pour la question. J'avoue qu'il y a un problème de volonté, en fait. C'est la volonté. C'est-à-dire, quand on prend 3 aspects dans une association, il y a l'Assemblée générale, qui est l'organe le plus élevé. Ensuite vient le comité exécutif, qui est en fait l'organe qui va mettre en œuvre tout ce qu'on a décidé à l'Assemblée générale. Et puis après va venir un niveau que je vais appeler, on va nommer un employé qui est le directeur général, le secrétaire général. Logiquement, c'est lui qui doit tout faire pour mettre en œuvre la stratégie. Mais il ne met pas en œuvre. En même temps aussi, ceux qui sont au comité exécutif, qui a un rôle aussi de contrôle, ne font pas ce contrôle-là. Donc, quand je regarde, il y a un problème de leadership. Donc, pour répondre à la question qui est posée, c'est vraiment une question de volonté. C'est-à-dire, ils ne veulent pas mettre en œuvre. Alors qu'il y a des bailleurs de fonds, alors que l'État intervient, alors que les sponsors interviennent. Donc, vous allez voir que c'est un milieu où il y a des crises à répétition. Voilà un peu pour répondre à votre question. OK, merci bien. Merci beaucoup. Donc, s'il n'y a pas d'autres commentaires ou questions pour M. Efebi, on avance. S'il n'y a pas d'autres commentaires, je peux partager la situation dans laquelle j'éprouve un surplus de travail. Okay. Juste avant, on attend. Donc, s'il n'y a pas d'autres participants donc, qui ont des commentaires ou suggestions. Il n'y en a pas? OK. Et c'est vraiment important, M. Efebi, parce que vous avez eu la chance d'identifier le problème. Donc, c'est ce qui est important maintenant. Donc, c'est penser à des stratégies que vous allez mettre en œuvre pour faciliter
la participation des parties prenantes, que ce soit les bailleurs de fonds, les acteurs directs et indirects et de l'association, et aussi repenser le mode d'organisation des activités et des mises en œuvre du plan stratégique de l'association. Parce que gérer une association, c'est pas quelque chose de facile. Donc, si par exemple, il y a la divergence d'intérêts dans le groupe, que ce soit de la part des acteurs et des bailleurs de fonds, etc. Donc, l'important, c'est d'établir, c'est ce qu'on appelle une carte des parties prenantes. Donc, à ce moment, donc, vous allez et vous aurez la possibilité d'identifier les enjeux du projet pour tous ces acteurs et identifier leurs intérêts pour les projets et envisager la façon dont vous allez impliquer ces acteurs dans la mise en œuvre du plan stratégique et aussi prendre en compte leurs doléances. Je pense qu'avec cet outil, vous pouvez rehausser la mission de l'association. D'accord? OK, merci. D'accord. Douglas maintenant. Oui, je vais vous partager un fait vécu dans lequel j'ai pris des décisions et ces décisions que j'estime efficaces. Je travaille dans une école. Au moment de l'examen, le directeur m'a demandé de préparer 2 textes différents par matière enseignée, et ceci dactylographié. Alors, j'enseigne 2 matières différentes j'enseigne de la 7e année jusqu'au NS4. Donc, vous voyez que c'est une tâche très difficile. Et je suis étudiant en même temps. J'ai plein d'autres choses, d'autres tâches à réaliser. Bon, qu'est-ce que je fais? Euh, Parmi les tâches que j'avais à réaliser, il y a des devoirs, j'ai fait partie euh, d'une organisation, donc on me confie plein de choses. Donc, pour faire face à cette surcharge, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais fixé un temps précis pour la réalisation de chacune de ces tâches. Et je relie mes tâches quotidiennes aux objectifs. Donc, puisque le directeur m'a demandé de remettre les textes d'examen dans un temps précis et dans un délai très limité, donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je hiérarchise et organise mon travail. Eh bien, le travail qui m'exige beaucoup plus, c'est-à-dire le travail que je dois remettre avant, eh bien, je fais ça par hiérarchisation. Donc, je prends de l'avance et de la journée pour essayer de réaliser une très grande partie de ces travaux. Donc, enfin, afin qu'il ne soit trop tard, je fais une liste des tâches à réaliser. Donc, par évaluation, j'évalue que et j'évalue mon capacité, mon efficacité, disons, et ma capacité et mon efficacité à court terme. Eh bien, le problème est complètement résolu. C'est-à-dire, ah ben, je remets les examens au moment demandé, au moment voulu, et pour les autres tâches, il n'y avait pas aucune contrainte. Donc, il m'arrive donc, il m'arrive de
trouver mon efficacité dans les solutions que j'ai proposées, ou du moins ce que j'ai prévu dès le début. Et pour finir, j'indique que le problème n'est jamais revenu. OK, merci beaucoup pour votre participation. Est-ce qu'il y a des commentaires, ou questions ou suggestions pour Dorilance? Oui, allez-y. Allez-y, Ephébi. OK. Ce que je veux poser comme question, je vois que vous avez deux activités. Une activité estudiantine et une activité, j'allais dire, dans le cadre d'une école. Bon, l'évaluation que vous faites de votre efficacité, j'avoue que ce n'est pas objectif. Ce n'est pas objectif dans la mesure où vous n'arrivez pas à nous dire exactement votre degré d'occupation au niveau estudiantin. Il aurait fallu sortir vos tâches au niveau scolaire, ce que vous avez à faire. Est-ce que là-bas, est-ce qu'il y a une surcharge d'activité? Parce que s'il n'y a pas de surcharge d'activité au niveau, j'allais dire, scolaire, et que l'évaluation est faite uniquement au niveau, j'allais dire, de l'école, bon, c'est bien normal que la notation soit une notation favorable. Donc, j'attends d'avoir un peu d'informations au niveau scolaire pour apprécier, j'allais dire, la notation. Merci. Oui, j'avais dit que pour le niveau estudiantine, eh ben, j'ai plein de devoirs à résoudre et des leçons, des notes à étudier. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Et puisque j'allais travailler et je suis allé travailler dans un établissement à usage scolaire, donc j'essaie de faire jonction entre les tâches scolaires et les tâches estudiantines. Vous voyez, donc j'essaie de gérer le temps pour que les tâches scolaires ne priment pas sur les tâches estudiantines parce que tous les deux sont importantes. Vous voyez, eh bien, le professeur lui-même, le directeur, disons, a demandé de remettre l'examen dans un temps limité, ainsi que les professeurs qui m'ont donné les devoirs. Eh bien, puisque je sais, j'ai déjà le temps pour remettre les devoirs, eh bien, je connais le temps, eh bien, dites-vous bien, si le directeur demande de remettre les copies des examens, par exemple, dans 3 jours, et les devoirs sont fixés pour 6 jours ou du moins 4 jours. Eh bien, j'essaie de remettre les tests d'examen, vous voyez. Donc, une fois que les textes d'examen sont remis, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais procéder à la rédaction des devoirs et j'essaie, franchement, et j'arrive à plaire tout le monde. Donc, le professeur, je les ai remis et les devoirs et le directeur, quant au directeur, j'ai remis les textes d'examen au moment voulu. OK, mais quels sont vos résultats au niveau estudiantin? Est-ce que vous arrivez à performer? Est-ce que les semestres, puisque maintenant on parle de LMD, système LMD, quels sont vos résultats au niveau des semestres? Ben oui, j'arrive à performer parce que
Et c'est ce que j'avais dit, oui, dans mon énoncé. Je fais la hiérarchisation des tâches. Eh bien, pour la répartition du temps et des tâches, eh bien, je mets un temps pour les activités estudiantines, je me focalise, eh bien, j'étudie, je rédige mes devoirs. Pour les activités scolaires, en ce qui a trait à l'établissement, eh bien, je me suis dit, je dois préparer les cours. Vous voyez, je dois préparer les cours. Eh bien, cela peut prendre 2 heures de temps. Eh bien, si cela peut prendre 2 heures de temps, Excusez-moi de vous interrompre. mhm, Et si j'ai et si je comprends bien la question de M. Fébi, donc c'est en termes de résultats, en termes par exemple, des moyennes académiques, des résultats obtenus pour les examens, par exemple. Donc, c'est ça? Oui, exactement. Bien. oui, bien pour les examens, j'obtiens toujours de bonnes notes. Par exemple, je suis en 4e année. Pour la 3e année, je me rappelle, c'est moi qui étais le premier de ma promotion avec une moyenne de 8. OK, super. Et vous avez dit OK, également que super. que vous faites partie d'autres organisations, etc. Comment gérer tout ça? Oui, Vous pour parlez l'organisation. beaucoup plus de la gestion de votre surcharge de travail entre votre vie universitaire et votre vie professionnelle, mais du point de vue associatif. OK. Maintenant, pour l'organisation, ça fonctionne chaque 3e dimanche du mois. Vous voyez? Eh bien, je me fixe, eh bien, pour faire quoi? Eh bien, puisqu'on a rendez-vous de réunion chaque 3e dimanche d'un mois, eh bien, je réserve le 3e dimanche aux activités associatives. L'essentiel, c'est avoir un plan, c'est avoir une répartition de tâches. Eh bien, on a 5 tâches à accomplir, on a 5 tâches à réaliser. Eh bien, sur quel intervalle de temps? Est-ce que toutes ces tâches peuvent se réaliser en même temps? Non, je ne crois pas. Eh bien, si dans 2 heures de temps, une tâche peut être réalisée, eh bien, qu'est-ce que vous allez faire? N'oubliez pas qu'il y a 24 heures dans un jour. Est-ce que vous allez vous efforcer? Est-ce que vous prenez une partie de la nuit pour travailler? Surtout moi, je travaille toute la nuit. Et je travaille toute la nuit. Donc, est-ce que vous allez vous efforcer de travailler toute la nuit, ou du moins, vous prenez une partie de votre sommeil pour travailler? Mais mon objectif, c'est de réaliser les tâches qui me sont confiées. Peu importe la stratégie que j'ai utilisée, peu importe la flèche que je fais de tout bois, mais l'essentiel, c'est je me fixe Et, OK, comme... merci beaucoup pour votre partage. Donc, c'est excellent. Donc, j'espère qu'à la prochaine séance, et vous aurez la possibilité de maîtriser certains outils essentiels pour organiser votre temps et à travers les modules portant sur les compétences transversales du 21e siècle. D'accord? Et merci pour vos partages. Donc, c'est Merci. excellent. Donc, le but de l'activité, c'est pour vous aider à repenser votre façon de travailler, donc, et aussi comment mieux gérer votre charge mentale. D'accord? Est-ce qu'il y a une dernière intervention? Oui, oui, D'accord. oui. Bon, je vais partager mon quotidien.
Vous avez la parole. Avec vous. Donner et Il y a un problème de votre part, malheureusement. La communication ne passe pas trop bien. ça va. Allez-y maintenant pour voir donc si on peut. Bien. Allez. Je dirais à coacher les étudiants TF pour les examens et le relatif au fond. Bon, malheureusement, donc, okay, on avance, malheureusement. Donc, elle ne peut pas partager son travail. Donc, tout cela, c'est pour vous aider à préparer ou à éviter, c'est ce qu'on appelle l'épuisement professionnel. Donc, l'épuisement professionnel, donc, nous avons vu d'abord, c'est une sorte de fatigue émotionnelle, de dépersonnalisation ou réduction de l'accomplissement personnel. Donc, c'est-à-dire, donc, dans votre travail, donc, la façon dont vous gérez votre surcharge de travail, donc, ça peut conduire à ce qu'on appelle l'épuisement professionnel, donc, qui est un état de fatigue, de frustration et de votre engagement par rapport à une cause, donc, comme nous avons vu avec le cas de Patricia, donc ça peut être lié à l'évitement d'un épuisement professionnel de sa part et tout cela, donc c'est comment vous pouvez contribuer à votre satisfaction tout d'abord. Et aussi, l'épuisement professionnel peut être un état d'épuisement physique, non seulement émotionnel, mais physique, mental, et à cause de votre implication dans des situations qui sont extrêmement exigeantes. Et en bref, lorsque nous parlons de l'épuisement professionnel, donc c'est un problème majeur qui conduit à la réduction de la performance des professionnels et qui affecte la condition de votre santé mentale. Et aussi, maintenant, donc, est-ce que par rapport à l'activité précédente, donc, lorsque vous n'avez pas la possibilité de gérer votre surcharge de travail, donc ça peut générer du stress, et que ce soit dans vos activités académiques, dans votre famille ou votre environnement socio-culturel. Maintenant, c'est le moment de partager avec nous donc, les facteurs ou les sources de vos stress au travail, durant vos activités académiques, etc. Qui veut commencer? Madame Fleurette, votre communication n'était pas trop bonne, donc je ne sais pas, donc si vous pouvez
et réagir sur cet exercice et tout en faisant la chose de ce que vous voulez dire sur l'activité précédente. Bon. Je vais tenter à nouveau. C'est clair maintenant? Oui. Je disais que mon travail consiste à coacher les étudiants en TF1, corriger les examens, surveiller, donner une consultation et corriger les textes des documents relatifs au fonctionnement de la faculté. Et parallèlement, je dirige une organisation que j'ai créée, que j'ai fondée, qui souffre et qui traîne. Bon. Ensuite, il y a ma vie privée et familiale qui ne doit pas être négligée. Donc, la surveillance devait être rémunérée. Récemment, on a coupé les frais, ainsi que les frais de correction. La solution, j'ai proposé et prise une décision. Donc, la solution 1, je ne reçois plus de demande. Je suis là? Oui. Vous m'écoutez? Oui. Donc, je devrais prendre des décisions et proposer des décisions également relatives. Donc, premièrement, je ne reçois plus de demande en week-end. Je ne reçois plus de demande en week-end d'accompagnement. Je reçois les demandes des plus anciens. Avant, j'avais décidé de ne recevoir plus de demandes. Premièrement, j'ai décidé de ne plus surveiller les examens. Ensuite, j'ai décidé de ne plus recevoir des demandes en week-end par rapport au coach des étudiants. Conséquence, les étudiants et les profs s'en plaignent et sollicitent d'autres alternatives ou retournement sur ma décision. Donc, mon sens de professionnalisme m'appelle. Donc, j'ai dû repenser ma décision par rapport au service de coach que je donnais. Je recevais pour le week-end, je recevais les étudiants les plus anciens qui ont été dans ma liste, ma liste. En attendant la décision des responsables par rapport pour les publicités par rapport à ma famille familiale, et j'ai augmenté les séances de rencontres mensuelles familiales. C'était une fois chaque fin mois. Maintenant, j'ai mentionné deux dimanches, premier et dernier dimanche en cours de journée. OK. Merci. Est-ce que votre situation a provoqué du stress chez vous? Donc, si oui, et quelles sont les sources de ce stress? Avant, oui, quand ils ont coupé et les frais de surveillance, ça me dérangeait, mais il n'y avait pas beaucoup de stress. Rapidement, j'ai dû prendre des décisions, et après certaines décisions, ils ont dû me
me solliciter une rencontre. Et ils m'ont proposé, par rapport à leurs problèmes, ils m'ont proposé certaines solutions. J'ai dû accepter, ils m'ont proposé 3 ou 4 solutions, j'ai dû accepter 2 et je leur ai demandé de repenser sur les 2 dernières décisions. D'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des commentaires ou questions pour Madame Fleurette? Questions, commentaires, suggestions? Je souhaiterais que Madame reprécise le contexte. Je n'ai pas bien compris le contexte. Comme ça. OK, et préciser les contextes. Qui n'avait rien entendu et quand je démarrais et le sujet. J'avais dit que mon travail, c'est à coacher les étudiants en TFE, corriger les examens, surveiller les examens dans les différentes sessions et j'ai une consultation que je donnais également à la fac. Et cette consultation consistait à corriger certains documents relatifs au fonctionnement de la faculté et donner des conseils. Parallèlement, je dirige jusqu'à présent une organisation que j'ai fondée. Cette organisation D'accord, voilà un peu de contexte. On n'entend pas bien. En fait, on n'a pas bien entendu, ce qui fait qu'on a du mal à faire un commentaire. C'est-à-dire, le message est entrecoupé. On n'a pas entendu. Le message est entrecoupé. OK, et le contexte, c'est plutôt un contexte académique et professionnel. Donc, académique, c'est parce que, donc, et Madame Fleurette a donné des consultations au sein de la faculté à laquelle elle est associée et aussi assister des étudiants qui travaillent sur les travaux de fin d'études et la correction des examens et également elle gère une organisation dont elle est la fondatrice. OK. Voilà. Donc, comment elle arrive à concilier ces 2 activités pour qu'on sache exactement le niveau de stress, apprécier l'évaluation qu'elle fait du stress. Comment elle arrive à concilier les 2? Est-ce que... Elle m'a dit que il avait annulé Le message est entrecoupé. Bon. Je ne peux rien faire blâmer parce que j'ai fort. OK, et merci. Est-ce qu'il y a d'autres participants donc, qui veulent partager leur expérience par rapport à cet exercice?
Allô, vous êtes là? Emmanuela, Benson, Ephébi, etc. Nous sommes là. OK. Qui veut partager son expérience? Sinon, Bonsoir tout le monde. OK, je voudrais intervenir. OK, et il y a Emmanuela. Donc, Ah, d'accord, Emmanuela d'abord. Oui. Ah, d'accord. OK, Emmanuela, vous avez la parole. Ok, bon, fait pour cette question, merci pour votre stress pour nous. Donc, moi, personnellement, je peux dire que, bon, je suis étudiante et je travaille, bien que je suis étudiante finissante, mais je travaille. Donc, pour l'école, je peux dire en gros que ça va. Et bon, pour le travail aussi, j'ai aucun souci. Et jusqu'à date, bon, pour toute première expérience, je me débrouille très bien. Mais là, je crois que mon stress provient beaucoup plus de manière sociale. Bon, disons que déjà que je vis en Haïti et avec tout ce qui se passe, donc voilà, c'est là mon premier problème. Donc, c'est la principale source de mon stress parce qu'il y a des fois où l'on planifie des choses où qu'on aimerait bien exécuter, mais malheureusement, vu qu'on ne peut pas sortir, il y a des choses qu'on ne peut pas faire vraiment. Donc, c'est ça mon principal problème. Et de ce fait, parfois, le fait que j'ai trop pris sur moi, donc cela provoque que le stress agit maintenant sur la performance que j'ai principalement à l'école. Parce que bon nombre de fois, j'arrive pas vraiment à rester concentrée pour travailler. Et bon, oui, bien que parfois aussi ça joue sur l'humeur que j'ai au travail, mais quand même, ça se joue beaucoup plus sur la performance que j'ai à l'école. Bien que j'ai fait toujours de mon mieux pour ne pas aller en dessous de 75, mais quand même, ça demande beaucoup pour pouvoir tenir. Bon, c'est ça. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a des commentaires ou suggestions pour Emmanuela? Je demande à Emmanuela et pour pouvoir gérer et sa performance à l'école pour pouvoir garder le niveau de 70-75 comme moyenne par rapport à tout ce qu'on vit en Haïti, parce que moi également, j'y suis et je dois affronter chaque jour les mêmes trains quotidiens avec la réalité sociale qu'on vit en Haïti face à l'insécurité. Comment as-tu pu garder au top au soir? Bon, bien qu'il y avait des coupures, mais j'essaie quand même de saisir la question. C'est comment est-ce que je fais pour tenir quand même à un niveau de 75 malgré la situation. Donc, c'est ça. Oui. OK. Bon, en fait, l'avantage que j'ai, je peux dire que j'ai, c'est parce que généralement, j'apprends quelque chose que j'aime, dont je suis passionnée. Donc, je suis en sciences de l'éducation, pour dire. C'est ma passion, j'aime beaucoup l'éducation. Bon, avec les cours que j'ai dans mon cursus, donc la plupart demandent beaucoup plus d'efforts que d'autres.
Mais ce sont des cours pour moi que j'ai pas vraiment à me plaindre. J'arrive à m'adapter assez bien. Et je pense que ça m'a donné un atout du fait que, en dépit de tout, bien que j'arrive pas vraiment, bon, pour moi-même, avec mon auto-évaluation, je vois que j'arrive pas vraiment à exceller, mais quand même, je fais de mon mieux pour tenir. Merci, Lia. Parce que ça arrive certaines fois, il y a des cours vraiment avec l'explication des profs et les recherches que j'ai effectuées. Bon, déjà, je retiens le maximum. Donc, ça ne demande pas trop d'efforts après donc pour mieux cerner les choses et pouvoir avancer. D'accord, merci, Lia. Douglas. Tu utilises les cours à distance? Excusez-moi, professeur, je suis toujours là. Et j'aimerais demander à Emmanuel si elle est directement comment et les cours et présentiels et les cours à distance. En fait, à l'université, on travaille avec les deux. Donc, bon, il y a le présentiel et aussi on travaille à distance. Donc, toutes les fois qu'on ne peut pas se déplacer, que les tensions sociales sont vraiment tendues, donc on travaille à distance. Et avec la plateforme qu'on utilise, donc même si on a difficulté à suivre la séance convenablement vu les problèmes de connexion, donc on peut passer sur la plateforme après et trouver l'enregistrement et les documents, tout ça pour pouvoir avancer. Et les professeurs sont aussi disponibles si vous avez des questions en dehors des heures de cours. Donc, les professeurs sont disponibles si vous avez des questions et tout autre. Donc, il y a quand même, je peux dire qu'à l'université, il y a quand même certains efforts qui se fait, qui fait que les étudiants quand même se sentent un peu accompagnés. OK. Merci. D'accord, merci beaucoup pour votre partage, Emmanuela. Maintenant, il y a fait Phoebe d'abord et ensuite Douglas. J'avoue que qu'est-ce qui provoque le stress pour moi dans le cas académique, familial, c'est c'est quand on n'est pas organisé. Parce que je constate qu'en fait, si je prends par exemple mon milieu de travail, tous les vendredis, je fais le point de la semaine. Donc, j'utilise samedi et dimanche pour faire mon planning de travail de la semaine qui suit. Et j'arrive à mettre en place ce qu'on va appeler un to-do list qui m'emmène à, dans la journée, ce que j'ai prévu, je sais exactement le soir, ce que j'ai prévu, ce que je n'ai pas fait. Et dans l'exécution, je priorise en fait. Et mes priorités, je les rattache à mes tâches principales. Mes priorités aussi, je les rattache à ma hiérarchie. Et mes priorités aussi, je les rattache aussi à ce que je commande. Donc, j'avoue que l'effet stress arrive, le burn-out arrive quand je ne planifie pas. Et ce que je constate aussi au niveau familial, quand je n'arrive pas à faire la jonction entre mes activités familiales et mes activités au travail. C'est-à-dire, logiquement, il doit y avoir équilibre entre ma vie familiale et ma vie professionnelle. Mais je constate que le résultat des enfants prend un coup quand ma vie professionnelle
les activités de la vie professionnelle prennent le dessus de mon encadrement au niveau familial. Et même, ça a même un effet même au niveau aussi avec madame et autres, tout ça. Donc, en fait, tout réside dans la planification, dans l'organisation. Donc, mon stress provient de mon inorganisation et mon stress provient de ma non-planification. Voilà ce que je lui ai dit. OK, Allô? merci. Allô? Est-ce que maintenant vous avez des questions ou commentaires pour M. Efebi? Oui, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Pour moi, oui. OK. Et est-ce que vous avez des questions ou commentaires pour M. Efebi, donc, afin d'avancer avec l'agenda du jour? D'après moi. OK. Et merci pour votre participation. Donc, ces deux exercices, donc, c'est pour vous aider à identifier d'abord les axes sur lesquels vous devez agir pour mieux gérer votre charge mentale. Parce que, comme nous avons vu précédemment, la charge mentale est associée à de nombreux facteurs comme la charge cognitive, les ressources cognitives et l'épuisement professionnel, etc. Donc, les burn-out. Donc, ça, ce sont des éléments qu'il faut prendre en compte lors de votre planification. Et au cours de la prochaine séance, vous aurez la possibilité d'explorer certains outils qui peuvent vous aider à mieux organiser votre temps. Et maintenant, le stress, comme vous avez vu avec le cas de Patricia, donc c'est quelque chose qui peut affecter votre performance et productivité au travail. Vous avez vu que Patricia arrive à un certain moment et elle ne participe plus aux activités de l'entreprise. Elle se sent et pas trop impliqué dans les actions à cause d'un changement donc, qui s'est produit dans sa carrière. Donc, c'est pourquoi, au cours de la première partie, nous avons vu l'importance de la gestion du changement et les différents facteurs qu'il faut prendre en compte pour mieux gérer le changement. Maintenant, donc, par rapport à tout ça, il y a certains points que vous devez retenir, c'est la charge du travail. Comment gérer la charge du travail. Et aussi, il faut penser à la sécurité de votre emploi et que ce soit avec le partage de Madame Fleurette, donc, où au cours de la première activité. Donc, si vous avez le sentiment de perdre votre emploi, donc ça va entraîner l'insécurité au travail. Et comme M. Febi a souligné, l'important, c'est comment créer l'équilibre entre votre vie personnelle, professionnelle et ou académique. Et aussi dans vos relations interpersonnelles, que ce soit avec vos enfants, votre mari, votre
copains et vos étudiants, vos élèves, vos collaborateurs, etc., il faut être en mesure de soigner vos relations au quotidien. Et aussi, lorsqu'il y a des échéances très serrées, donc qui sont très serrées, donc ça peut générer du stress. Et aussi, si vous évoluez dans un environnement professionnel qui demande d'investir des heures de travail supplémentaires, donc ça va entraîner du stress parfois. Et aussi, s'il y a des demandes conflictuelles, c'est-à-dire des consignes qui ne sont pas claires, et par rapport à venant, par exemple, de votre superviseur, et par exemple, donc ça peut générer du stress. Par exemple, si vous êtes étudiant et on vous dit, bon, demain, vous aurez l'examen, mais auparavant, ça n'a pas été planifié, donc ça peut générer de stress. Et lorsque, par exemple, vous gérez, je remarque que dans vos interventions, vous avez des équipes à gérer, mais si vos attentes par rapport à l'implication ou participation de vos collaborateurs sont floues, donc ça peut générer du stress non seulement pour vous, mais pour vos collaborateurs. Et à chaque objectif, à chaque action visée, il faut penser aux ressources adéquates, parce que si les ressources mobilisées sont inadéquates par rapport à l'objectif visé, donc vous serez insatisfait de votre travail, donc ça peut générer du stress. Et si vous évoluez également dans un environnement où vous recevez au quotidien des critiques non constructives, donc ça peut générer du stress et un sentiment de manque de confiance en soi. Donc, pour faire face à la charge mentale, donc, et en tant que responsable d'équipe, voici quelques conseils. C'est permettre aux employés de s'acquitter efficacement de leurs tâches et mettre accent aussi sur les délais. Donc, vous avez vu que les délais serrés donc, peuvent générer du stress. Et deuxièmement, donc, faites en sorte que vos collaborateurs disposent des ressources nécessaires pour effectuer leurs travaux, que ce soit en termes de temps, de formation, d'équipement et de soutien. Et tenir compte aussi des efforts psychologiques et des responsabilités et des différentes tâches assignées à vos collaborateurs, et aussi fixer des délais raisonnables dans votre plan d'action. Donc, dans le cadre de l'intervention de M. Efebi, donc, concernant la mise en œuvre du plan stratégique, est-ce qu'on tient compte des délais raisonnables et souplesse vis-à-vis des échéanciers? Est-ce que vous communiquez des moyens pour soulager le stress et est-ce que vous offrez la possibilité à vos collaborateurs de se former et d'encourager, par exemple, à prendre des dîners, par exemple, ensemble. Et aussi, il y a vraiment un élément important, c'est comment faire preuve d'équilibre entre votre travail et votre vie professionnelle. Il y a aussi quelques pistes d'exploration personnelle. D'abord, il faut respecter 3 principes de base. Le contexte nous domine, OK, le cas d'Emmanuela, par exemple, le contexte socio-culturel du pays a des incidents sur, par exemple, peut-être sur sa performance, ses attentes académiques et professionnelles, et aussi ça peut générer du stress. Et également, et deuxième principe, c'est qu'une bonne partie de nous est toujours présente, OK? Et malgré tous les événements, épisodes qui traversent notre vie,
Donc, c'est-à-dire, donc, au jour le jour, nous faisons face à des situations critiques, nous faisons face à des situations stressantes. Donc, l'important, donc, c'est comment explorer cette situation pour vous accepter et aussi, comme Emmanuel en a fait, donc, fait une auto-évaluation et vous faire une analyse soit de vos capacités, de vos performances pour faire face à cette situation. Aussi, il y a certains éléments importants à prendre en considération, comme l'autorégulation émotionnelle. Donc, de là, donc, il faut maîtriser les dimensions de l'intelligence émotionnelle, donc qui est l'une des compétences transversales. Donc, nous allons voir ça et là, durant la prochaine séance, et aussi comment faire preuve de flexibilité psychologique. Donc, pour mieux comprendre le concept de flexibilité psychologique, donc, on peut l'associer à la flexibilité cognitive, donc qui est votre capacité de s'adapter ou de traiter des informations nécessaires face à une situation. Donc, c'est pourquoi j'ai souligné tout au début, donc en tant que leader et à l'heure actuelle, à l'ère actuelle, donc il faut être en mesure de développer une valeur et l'une des valeurs fondamentales qui est la notion d'agilité. Donc, c'est-à-dire comment, par exemple, cultiver vos capacités ou des talents pour s'adapter rapidement face au changement. Et aussi, nous sommes exposés au quotidien à des stimuli donc, qui viennent de l'environnement extérieur. Donc, l'important, c'est comment gérer tout ça. OK, en bref, nous avons vu dans ce module donc, la gestion du changement et de la charge mentale. Donc, nous avons vu que le changement est quelque chose de très complexe. Donc, pour effectuer ou élaborer un plan de changement, donc il faut tenir compte de certaines étapes, que ce soit qui sont d'abord de cibler vos axes d'intervention, analyser la situation du changement, fixez-vous des objectifs SMART, et aussi mettre en œuvre un plan d'action efficace et aussi mettre en place un système de suivi et d'évaluation. Donc, nous avons vu que la gestion du changement est très problématique, que ce soit dans un contexte académique, professionnel ou familial. Donc, avec le cas pratique de Patricia, par exemple, nous avons vu donc les différentes dimensions donc, de sa situation, donc, que ce soit sa situation actuelle, donc comment elle a apprécié le changement et au niveau de stress que le changement peut générer et aussi la dimension psychologique et ainsi que la situation future. Donc, c'est-à-dire dans tout processus de changement, c'est ce qui est important pour vous. Donc, c'est comment clarifier vos valeurs fondamentales par rapport à telle situation et vous engager beaucoup plus. Et nous avons vu également la notion de la gestion de la gestion de la charge mentale. Donc, nous avons dit que la charge mentale, donc, réfère premièrement à votre santé mentale, donc c'est quelque chose d'invisible. Donc, c'est une façon d'appréhender vos tâches quotidiennes, que ce soit dans votre famille, votre vie professionnelle, etc. Et à parler de la charge mentale, donc nous incite aussi à penser à quelques terminologies telles que la charge cognitive. Donc, c'est votre capacité de traiter l'information
et dans un contexte donné, et aussi la notion des ressources cognitives. Donc, c'est par rapport à telle ou telle situation. Donc, quelles compétences clés ou quelles informations que vous avez et acquises, donc, qui peuvent vous aider à faire face à telle ou telle situation. Et également, nous avons vu quelques conseils donc, pour gérer votre charge mentale. Donc, c'est d'abord identifier les sources du stress, que ce soit dans votre travail, les horaires, la façon dont vous organisez votre temps et aussi vos relations interpersonnelles et les attentes floues. Donc, si vos attentes sont floues, par rapport à ce que vous voulez accomplir. Donc, ça peut générer du stress. Et également, nous avons vu quelques principes donc, pour favoriser ou pour mieux aider vos collaborateurs à gérer leur charge de travail ou leur charge mentale. Et donc, c'est ainsi que, et nous, à la fin de ce module, nous vous proposons ce petit travail. Donc, notez que dans tout ça, il faut agir en cohérence avec vos valeurs et aussi pour trouver votre mission personnelle parce que le but du cours, donc, c'est de vous aider à extérioriser certains éléments qui constituent votre personne, donc qui peuvent vous aider dans divers contextes. Donc, c'est pour cela que je vous propose cette activité. Et donc, il faut vraiment réaliser les activités parce que c'est une partie importante du cours. Donc, pour pouvoir partager, donc le partage, donc c'est une meilleure possibilité d'apprendre beaucoup plus. OK? Et vous allez effectuer ce petit travail, donc, en fonction de ces délais ou durées. Donc, et imaginez quelques engagements importants que vous voulez prendre et par rapport à chacune des périodes et aussi quelles sont les valeurs fondamentales à prioriser. OK, par exemple, si dans moins de 6 mois, donc, je veux être un homme marié. Donc, par exemple, donc, comme valeur et fondamentale, ça peut être la spiritualité, etc. Et ça peut être issu des valeurs familiales, c'est-à-dire la famille dans laquelle j'évolue, donc comment les membres de ma famille voient le mariage, par exemple, et les actions à réaliser. Donc, par exemple, et lancer l'invitation, élaborer des cartes de visite, etc., etc. Donc, les changements espérés. Donc, est-ce que d'ici dans 6 mois, j'arrive à me marier? Donc, c'est ça. D'accord? Donc, c'est ça le but du travail. Maintenant, je ne sais pas si vous avez des questions, des retours sur la séance d'aujourd'hui. C'est le moment de le faire. Merci beaucoup. Vous êtes là? Allô? OK, voilà. Merci. La semaine prochaine, on va voir les modules portant sur les compétences transversales du 21e siècle.